Salut et bienvenue sur la chaîne de la Fabrique Hippique, la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions tous les mercredis. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, n'hésite pas à aller en dessous dans la description pour télécharger ton e-book sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Laisse-nous un commentaire si tu veux qu'on réponde à ta question la semaine prochaine et ça participera aussi pour le tirage au sort. Pour rappel, le mois de septembre, ça va être une presse à gagner, une presse pour le miel, pour la récolte, à la place de la centrifugeuse qu'on peut utiliser d'un point de vue entre guillemets un peu commun. Eh bien on peut utiliser aussi une presse, donc c'est une presse à gagner pour le mois de septembre, tirage au sort au niveau des commentaires. Tu as aussi les différentes formations en dessous dans la description, prise en charge via ton CPF et on attaque les questions du mercredi. Question de Cécile de Bourgogne qui me dit qu'elle a 4 ruches dont une bourdonneuse et qu'est-ce qu'elle doit faire de cette ruche eh bien, en fin de saison. Alors, eh bien écoute, si elle est bourdonneuse, c'est pas compliqué, eh bien il faut que tu prennes les abeilles qui sont dans la colonie, que tu les secoues à une quinzaine de mètres de ton rucher. Les abeilles qui pondent, eh bien vont rester au sol et celles qui ne pondent pas, eh bien elles vont se répartir dans les autres colonies. Bien évidemment, il faut que tu retires la ruche du rucher, sinon elles vont te retourner dans ta colonie. Il n'y aura pas d'utilité puisqu'il n'y aura plus assez d'abeilles dedans. Donc il faut que tu retires cette colonie du rucher, que tu secoues les abeilles au sol. Les abeilles qui pondent, qui ne sont pas intéressantes d'un point de vue, on va dire, colonie et qui peuvent poser souci, elles vont rester au sol. Et les autres vont se répartir dans la colonie, comme je te dis, dans les autres colonies, comme je te disais. Donc voilà la manipulation qu'il faut effectuer sur une ruche bourdonneuse. Lulu59 avec plein de numéros derrière me demande pourquoi est-ce qu'il existe des ruches d'Adam 12K et surtout à la place du pourquoi c'est quelle est l'utilité des ruches d'Adam 12 cadres. La ruche 12 cadres, eh bien, c'est une façon de travailler, ça peut te servir à différentes choses, ça peut déjà te servir à faire des biruches, entre guillemets, d'avoir un seul corps et deux colonies à l'intérieur. Au lieu d'avoir des ruchettes, eh bien, tu pourras avoir deux colonies dans la même ruche. Voilà. Pour le transport, ça peut être différent, ça évite une multiplicité de matériel. Voilà, pour différents points. La 12 cadres, eh bien, c'est une technique de travail aussi parce que tu as plus de cadres, donc ça peut te servir aussi si tu fais de la production d'essaims, avoir des colonies plus grosses pour récupérer plus de cadres, pour la production aussi. Voilà, il y a différentes cas de figure, mais après c'est surtout des techniques de travail, une habitude de travail à avoir. Le matériel est un petit peu plus, on va dire, difficile à trouver qu'une Dadan 10 cadres standard. Après c'est un modèle je pense qui s'adresse plus à un professionnel aussi parce que d'un point de vue gestion de la colonie, gestion du volume et des réserves, c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà mon avis en tout cas par rapport à ça. Maintenant, est-ce que tu peux l'utiliser? Oui. Si tu as une bonne gestion de colonie, c'est pas un souci. Maintenant, c'est pas forcément la colonie que je préconiserais dans un premier temps. Le type de ruche, pardon, que je vais préconiser, même si pourtant on va sur des modèles, nous, Kenyan, Varey, Langstroth, d'autres modèles. Donc voilà. Le Steph me demande si j'ai déjà vu une différence entre l'utilisation de sirop de nourrissement pour les abeilles entre des sirops bio et des sirops non bio, parce qu'il se pose la question voilà, des sirops non bio issus de betterave ou d'autres sucres qui peuvent être cultivés avec des pesticides. Alors non, j'ai pas vu à proprement parler de différence au niveau du nourrissement sur des abeilles qui allaient prendre du sirop bio et d'autres qui allaient pas prendre du sirop non bio parce que voilà. Maintenant, la différence principale qu'il va y avoir, c'est au niveau de la composition des sucres qu'il va y avoir dans les sirops. Voilà. Donc il y a une meilleure diversité de sucres et qui se rapproche, on va dire, au plus proche de ce que l'abeille va consommer, surtout sur les sucres fructose, voilà, au niveau du bio, par rapport au non bio. Mais sinon, pas de choses particulières par rapport à ça, que ce soit bio, non bio. Le principal, c'est de nourrir si tes colonies ont un cas de famine.
Voilà, c'est le principal pour éviter de les perdre, mais pas de différence flagrante au niveau de l'utilisation. Michel C me demande combien de cadres de réserve il faut prévoir par ruche puisqu'il attaque l'hivernage. Alors, déjà, ça dépend sur combien de cadres tu vas hiverner ta ruche. Je te donne un exemple dans notre cas de figure. Nous, les ruches d'Adam, on les hiverne sur environ 6 à 7 cadres. Ok. Pour les colonies qui sont les plus fortes. Après, pour celles qui sont les plus faibles, là, on en a qui vont hiverner sur 5 cadres. Nous, j'ai envie de te dire, au maximum, nous, on essaye d'avoir 3 cadres vraiment de nourriture. Sur 6-7, on essaie d'en avoir 3 cadres remplis de haut en bas, plus les réserves de nourriture qui vont être au-dessus du couvain actuellement qu'il y a encore dans les colonies. Donc c'est vraiment des ruches chargées, j'ai envie de dire. Limite, on sera en saison, ça sera un blocage de ponte pour la reine. Donc là, ça pose pas de souci à proprement parler, mais en saison, ça pourrait l'être. Donc il faut vraiment que ça soit rempli. Donc je te disais, voilà, pour 6 à 7 cadres, nous on va chercher 3 cadres pleins complets, plus les réserves de nourriture au-dessus. Et ensuite, si tu es sur des cadres, un nombre de cadres inférieur sur 5 ou 6 cadres, voilà, on essaye de viser au moins minimum 2 cadres pleins, plus la nourriture qu'il va y avoir au-dessus du couvain. Je le redis encore une fois, il faut aussi la nourriture au-dessus du couvain, plus les cadres complets qui vont être sur les côtés. Question de Martine T qui me dit qu'elle a un vieux cadre endommagé dans le centre de la colonie avec du couvain. Donc comment faire pour le remplacer? Alors c'est quelque chose auquel je vais répondre en vidéo dans les prochaines vidéos qui sont prévues, voilà, sur la rotation des cadres. Tu auras une vidéo dessus directement. Maintenant, tu n'as pas 36 solutions. Si là actuellement tu as du couvain à l'intérieur, tu vas pas pouvoir le changer tout de suite. La rotation de ces cadres-là va se prévoir surtout en saison en fait, puisque tu vas pouvoir intercaler des cadres à bâtir entre les cadres à changer tout simplement. Donc là, si tu l'as dans le couvain actuellement, laisse-le jusqu'à la saison prochaine. Et moi, je prévois une vidéo là-dessus d'ici quelques temps qui répondra à ta question. Question de Mogador qui me dit qu'il souhaiterait installer des ruches chez lui, mais qu'il a un petit jardin et qu'il a 3 voisins à proximité à 3 mètres. Et est-ce qu'il risque d'avoir des soucis? Alors, je connais pas l'installation, je sais pas où tu es situé exactement. 3 mètres, c'est vrai que ça fait un peu short. Ce qu'il faut surtout voir, ça va être la législation dans ton département. Pour ça, je t'invite à aller sur Internet directement, puisque tu trouveras l'information très facilement dessus. Tu tapes installation de ruche, je sais pas, département 60, département 84, département 77 par exemple, et tu vas avoir la liste des départements de France avec les restrictions en fonction des installations. Maintenant, tu peux aussi te renseigner dans ta commune et voir un petit peu ce qui se fait autour tout simplement, puisque si voilà, tu peux pas installer normalement une ruche à 20 mètres des voisins, mais qu'il y a des ruches dans les parcs, sur les toits de la mairie, je sais pas moi, dans les casernes, sur les écoles, voilà. C'est un peu compliqué de te demander à toi une restriction alors que l'applique pas déjà de base, voilà. Donc et puis après, j'ai envie de te dire, il y a aussi un rôle de pédagogie. Si tu souhaites installer des abeilles, il faut aussi en parler potentiellement avec tes voisins, leur demander soit de planter des graines de fleurs ou de leur filer des paquets de graines de fleurs à planter, d'en mettre chez toi et puis de passer un petit peu de miel lorsque tu auras fait la récolte. C'est un peu un échange, voilà, gagnant-gagnant. Il y a un rôle de pédagogie, hein. L'abeille elle est végétarienne, c'est pas charognard ni carnivore, donc il faut bien leur expliquer que les abeilles vont pas aller les déranger lorsqu'ils vont effectuer des barbecues ou des repas en extérieur avec des amis. C'est ni des guêpes ni des frelons, donc pas de problématique par rapport à ça. Voilà, sensibilisation et après recherche d'informations au niveau de la législation de ton département pour l'installation. Jago me demande s'il y a une législation concernant les ruchettes pièges si on en installe sur le domaine public. Voilà. Alors, très bonne question que je me suis jamais posée d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une législation là-dessus? Je n'ai pas l'information. J'ai pas trouvé d'information non plus. À savoir que le domaine public reste le domaine public. Donc, si tu mets une ruchette piège sur du domaine public, et bien que s'il y a les services communaux qui passent ou que tu te fais voler cette ruchette, je pense pas qu'il y ait grand recours, j'ai envie de dire. Donc sur le domaine public, j'éviterai quand même. Après, si tu souhaites toi faire de la récupération d'essaims sur le domaine public, je t'invite plutôt à te rapprocher de la mairie, voire des services techniques et ou des pompiers aussi en fonction de ton département. Tu leur laisses une petite carte, voilà, et ensuite tu peux aussi faire un peu de sensibilisation autour de ton voisinage ou du secteur
secteur où potentiellement tu as déjà vu des essaims se poser. Moi, je sais que j'ai un des élèves du club privé, une année, qui a fait ça et il a récupéré, je crois, une dizaine d'essaims sur sa commune et autour de chez lui. Il en avait parlé vraiment à tout le monde, mis des petites cartes de visite aussi, récupération d'essaims, téléphoner à la mairie, parler avec le service communaux, tout ça. Donc ça avait plutôt bien marché. Donc au lieu de, on va dire, placer un petit peu tes ruchettes pièges un petit peu partout comme ça, privilégier le contact, je pense que ça sera plus efficace. Question de Bruno Dovisat qui me demande, eh bien, il a acheté une colonie sur 6 cadres qu'il a eu en ruchette et il me demande s'il faut la laisser dans la ruchette pour l'hiver ou la passer en ruche d'Adam. Alors moi je te conseillerais de la passer en ruche d'Adam avec une partition chaude et derrière des cadres à bâtir, hein, que ce soit si tu utilises de la feuille de cire gaufrée, bah, tu mets de la cire gaufrée, mais non, mais juste eh bien, des cadres filés ou avec une amorce si tu as peur qu'elle ne construise pas droit. Mais voilà, nous on met des cadres derrière en attente, prêts à être bâtis. Pourquoi? Parce que si à un moment donné il y a un redout en fin d'hiver, limite printemps, mais qui fait encore trop froid pour ouvrir les colonies, mais qui fait déjà beau pour qu'elles puissent eh bien, aller chercher du pollen, reprendre de l'activité, repartir un peu, voilà, reprendre des forces, et qu'elles commencent à avoir envie de bâtir, bah, elles auront la possibilité de passer en dessous la partition et de commencer à bâtir. Si tu restes en ruchette, elles peuvent déjà commencer à atteindre un peu un seuil limite où eh bien, si tu ouvres tardivement, le stock de nourriture va rentrer, la pompe va reprendre et tu pourras avoir des essaimages un peu tôt en saison, j'ai envie de dire. Donc le mieux, c'est de la passer sur ruche 10 cadres, tout simplement. Partition chaude avec des cadres de l'autre côté en attente. Comme ça, si elles ont besoin de bâtir, elles passent et toi, tu es tranquille, il y a moins de risques. Après, une colonie peut très bien passer l'hiver dans une ruchette. Alors attention, pas les ruchettes de transport ni les ruchettes polystyrène, mais une ruchette bois par exemple, elles peuvent très bien passer l'hiver comme ça et être transférées au printemps en fonction de ta disponibilité et de la météo. Question de Annie Château qui me dit qu'elle a une colonie avec un peu de ponte sur plusieurs cadres et des réserves de nourriture correctes. Elle voudrait savoir si c'est intéressant de stimuler la ponte de la reine à cette période de l'année, en sachant que la reine là, va avoir 2 ans, eh bien là, arrivé fin septembre. Déjà j'ai une question à moi à te poser, c'est quelle est l'utilité de stimuler la ponte de la reine à cette période? Personnellement, j'en trouve aucune, puisque là, on va arriver, enfin, c'est pas on va arriver, on est à la période d'hivernage, c'est normal qu'il y ait très peu de ponte dans les colonies, puisque la reine, elle a réduit très sensiblement, très significativement même, la ponte, voilà, puisqu'il prépare la grappe pour l'hivernage. Donc il n'y a aucune utilité à stimuler la ponte en cette période, surtout qu'il n'y aura pas assez d'abeilles pour s'occuper du couvain, à proprement parler, j'ai envie de dire. On peut stimuler autant qu'on veut une reine ou une colonie, j'ai envie de dire, à pondre, mais si le nombre d'abeilles est limité pour s'occuper du couvain, elles vont pas faire des miracles en fait, hein. Elles vont pas, la reine va pas pondre 3 cadres de couvain s'il y a qu'une petite grappe de nourrice, ça fera pas l'affaire en fait, hein. Donc il n'y a aucune utilité à stimuler la reine actuellement, et même en saison, qu'il y ait un nourrissement de fait par rapport au fait qu'il y ait des périodes de famine, ça c'est utile. Maintenant, faire du sirop de stimulation, pareil, quelle est l'utilité s'il n'y a pas de réserve de nourriture à l'extérieur, donc c'est-à-dire pas de ressources alimentaires à proprement parler, ça sert à rien non plus de stimuler. Pourquoi? Puisque eh bien, elles vont pas avoir de ressources pour consommer, pour manger. Donc ça va être une colonie qui va être volumineuse, mais sous perfusion, puisqu'il n'y a rien à manger. Donc les abeilles arrivent très bien à se réguler en fonction de ce qu'elles vont trouver dans la nature, en fonction de ce qu'elles ont en besoin en population. Donc nous, on ne fait pas de nourrissement de stimulation, on fait des nourrissements de famine, voilà, pour pallier un cas de famine, mais pas de stimulation. Je sais que certains apiculteurs le font. Maintenant, c'est des choses aussi qui fatiguent très rapidement la reine, ce qui implique des renouvellements de reine tous les 1 an, tous les 2 ans dans certains cas. Voilà, nous on n'est pas adeptes de ça.
Après, j'ai pas toutes les informations non plus. Je sais pas dans quelle région tu es, je sais pas sur quel modèle de ruche tu es, je connais pas l'historique de la colonie. Mais en tout cas, moi, à cette période, si tu veux nourrir, c'est plus un nourrissement pour de l'hivernage qu'un nourrissement de stimulation à proprement parler. Question de Jijac qui me demande comment extraire du miel qu'il y a dans les hausses quand il y en a très peu en quantité et que ça suffit pas en fait à passer au niveau de l'extracteur. Clairement, si on n'a qu'une seule hausse à extraire ou moins d'une hausse à extraire, est-ce que c'est utile d'extraire à l'extracteur? Donc personnellement, non. Il y a différentes façons. Déjà, est-ce que c'est de la cire avec de la cire gaufrée ou est-ce que c'est des amorces ou des cadres bâtis de façon naturelle? Donc si c'est des cadres bâtis de façon naturelle ou amorces, moi ce que je te conseille c'est de découper les cires et de faire du miel en rayon, voilà, du pain de miel, du miel en rayon, du miel en brèche. Il y a différentes façons de l'appeler. Donc ça, on va dire, c'est la plus simple. Ensuite, si tu en as très peu, tu peux aussi désoperculer les cellules et les mettre au-dessus d'un saladier. Et la gravité va faire que le miel va tomber. Alors, évidemment, il va falloir attendre assez longtemps. Ça peut aller de 1 à 2 jours en fonction du côté du cadre et de la quantité de miel dans le cadre. Mais c'est quelque chose d'assez long. Et ensuite, la chose la plus intéressante en fonction de ce que tu as en stock disponible dans les cadres et surtout en réserve dans tes ruches, c'est de redonner en fait tout simplement le miel qu'il y a dans la hausse à tes abeilles ou à différentes colonies en fonction d'eux et de leurs besoins. Donc tu leur redonnes leurs ressources alimentaires et ce sont des cadres. L'avantage que tu as, c'est que les cadres sont déjà bâtis et que l'année prochaine, tu auras déjà une hausse prête à être récoltée très rapidement. Jean-Claude Ferré qui me demande si j'installe ma partition côté est ou côté ouest dans mes colonies. Alors déjà, ça dépend comment tu installes tes colonies. Nous, en général, on est plein sud ou sud-sud-est. Voilà. Pour être plus clair par rapport à l'installation, nous, sur une ruche d'Adam, 10 cadres, en sachant que le cadre numéro 1 est à gauche de la colonie, quand on est situé à l'arrière de la colonie, pas devant la ruche, mais à l'arrière. Donc on a le cadre numéro 1 qui est à gauche, le cadre numéro 10 à droite. Donc nous, toutes nos colonies, elles débutent à gauche de la ruche, donc cadre numéro 1 jusqu'au cadre numéro 7, 6, 7, par exemple pour l'hivernage. Et donc nous, notre partition, elle va être côté droit, donc sur le cadre numéro 7 ou le cadre numéro 8. Voilà. Donc après, ça dépend de l'installation et de l'orientation que tu leur as donné. Mais voilà, nous en tout cas, à l'arrière de la ruche, on part de gauche à droite et on installe notre partition sur la droite, entre le cadre 5 et le cadre 7 ou 8 en fonction du nombre de cadres dans la colonie. Dernière question de Callisto qui me demande, elle a vu la vidéo sur l'hivernage et où on a une rotation des cadres qui se fait. Elle me dit qu'elle est exclusivement en ruche varée et que donc la gestion des cadres est différente et que donc elle devrait supprimer un élément entier et qu'elle fera ça en 2022. Alors, par rapport à l'hivernage, oui, tu vas pas supprimer un cadre dans un élément varé comme ça et laisser l'espace vide. Par contre, en saison ou en début de saison, par rapport à la rotation des cadres et au changement de tes cires, tu peux tout à fait le faire comme on pourrait procéder sur une ruche, entre guillemets, une ruche d'Adam. Surtout si, par exemple, tu veux faire des essaims, tu peux récupérer des cadres de certains éléments et de replacer des cires ou des cadres disponibles à bâtir comme tu pourrais le faire sur une ruche d'Adam en fait. Donc oui, c'est une gestion à avoir au niveau de la ruche varée, un petit peu comme sur la ruche d'Adam. Donc tu peux noter tes cadres. Après, c'est sûr que tu es moins embêté dans le cas de figure où tu récupères un élément varé entier pour extraire, soit en presse, donc tu supprimes tes cires, soit en extraction, et ce qui peut te servir pour une pseudo-hausse, entre guillemets, ou pour une colonie type essaim que tu auras récupéré. Voilà. Mais cette gestion, en tout cas, peut être faite aussi sur la varée si tu ne fais pas de récolte de presse sur des éléments entiers. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Je répondrai aux prochaines questions sur les amusettes de la semaine prochaine. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires tes prochaines questions. Si ce n'est pas déjà fait, l'e-book à disposition. Les formations aussi, tout au long de la saison qui peuvent être prises en charge via ton CPF. Quant à moi, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!